بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Donc c'est la vidéo numéro 2, c'est la suite du cours capteurs et mesures en télécommunication. Donc je vais terminer aujourd'hui le chapitre numéro 1, les caractéristiques d'un système de mesure. Donc nous avons n'importe quel système de mesure est désigné par une entrée qu'on appelle la mesurande et une sortie S. Bien sûr, avec la présence des grandeurs d'influence. Donc, voici un schéma d'un système de mesure à la présence d'influence. C'est quoi la mesurande? C'est la grandeur physique d'entrée du système de mesure ou la grandeur directe ou intermédiaire qu'on cherche à mesurer. La grandeur de sortie, elle est généralement de type électrique. Elle peut être soit une tension, un courant ou bien une impédance, une résistance, une bobine ou bien un condensateur. Voici les différents types de signaux utilisés. Donc, nous avons toujours un signal, il peut être analogique ou bien numérique. S'il est analogique, il peut être continu ou bien temporel ou bien fréquentiel. Donc, soit pour détecter un niveau ou bien retrouver une forme ou bien pour la fréquence. Pour le signal numérique, c'est bien tout ou rien ou bien train d'impulsion ou bien échantillonnage. Le signal analogique, on dit qu'un signal est dit analogique, c'est l'amplitude de la grandeur physique le représentant peut prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné. Donc, nous avons le signal continu, c'est un signal qui varie lentement dans le temps. Exemple, température, débit, niveau. Pour la forme, c'est la forme de ce signal qui est important. Donc, elle peut être une pression cardiaque, chromatographie ou bien impact. Pour fréquentiel, c'est le spectre fréquentiel qui transporte l'information désirée. Donc, nous avons l'analyse vocale, sonore ou bien spectrographie. Pour le signal numérique, donc un signal numérique, c'est l'amplitude de la grandeur physique. Le représentant ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs. Donc, en général, ce nombre fini de valeurs est de puissance de 2. Donc, il peut être tout ou rien. Il informe sur un état bivalent d'un système. Exemple, une vanne ouverte ou bien fermée. Un train d'impulsion, c'est-à-dire chaque impulsion, c'est l'image d'un changement d'état. Exemple, un codeur incrémental dans un nombre fini est connu d'impulsion par tour. Pour le signal échantillonné, c'est l'image numérique d'un signal analogique. Exemple, température, débit ou bien le niveau. Pour les grandeurs d'influence, le système de mesure, de par ses conditions d'emploi, peut se trouver soumis non seulement aux mesurandes, mais à d'autres grandeurs physiques dont les variations sont susceptibles d'entraîner un changement de la grandeur électrique de sortie qu'il n'est pas possible de distinguer de l'action du mesurande. Ces grandeurs physiques qu'on appelle des parasites auxquelles la réponse du capteur peut être sensible sont bien sûr les grandeurs d'influence. Les principales grandeurs d'influence sont la température, donc qui modifie les caractéristiques électriques, mécaniques et dimensionnelles des composants du système de mesure, ou bien la pression, l'accélération et les vibrations susceptibles de créer dans certains éléments constitutifs du capteur des déformations et des contraintes qui altèrent la réponse. Nous avons aussi l'humidité à laquelle certaines propriétés électriques comme la constante d'électrique ou la résistivité peuvent être sensibles et qui risquent de dégrader l'isolation électrique entre composants du capteur ou entre le capteur et son environnement. Sans oublier les champs magnétiques variables ou bien statiques, c'est les premiers créés des fréquences électromagnétiques d'induction qui se superposent
au signal utile. Donc, les secondes peuvent modifier une propriété électrique comme la résistivité lorsque le capteur utilise un matériau magnéto-résistant. C'est en désigne par G1, G2 les grandeurs d'influence. Donc, la relation entre les grandeurs électriques de sortie S et mesurande M, qui dans le cas idéal serait, donc, au début, j'ai la sortie en fonction de mesurande, mais elle devient, si on va entrer les grandeurs dans l'influence, donc j'aurai la sortie en fonction de la mesurande plus les grandeurs d'influence. Afin de pouvoir déduire de la mesure de S la valeur de M, il est donc nécessaire soit de réduire l'importance des grandeurs d'influence au niveau du capteur en le protégeant par un isolement adéquat. Donc, nous avons du support antivibratoire, blindage magnétique. Ou bien, stabiliser les grandeurs d'influence à des valeurs parfaitement connues et étalonner le capteur dans ses conditions de fonctionnement. Donc, enceinte thermostatée ou bien hygroscopie contrôlée ou bien source d'alimentation régulée. Quelles sont les qualités métrologiques d'un système de mesure? On va commencer par la métrologie. C'est la science qui s'intéresse au côté théorique et pratique de la mesure sous tous ses aspects et ce, dans tous les domaines de la science et de la technologie. Plus spécifiquement, la métrologie touche l'utilisation des unités, la réalisation des étalons, les méthodes, les techniques et les appareils de mesure, ainsi que la précision obtenue. Sans oublier que la qualité métrologique d'un appareil de mesure, c'est l'ensemble des caractéristiques qui fera qu'un appareil de mesure effectuera les mesures avec la qualité correspondante à l'attente de l'utilisateur. Nous avons la qualité d'un appareil définie par les caractéristiques suivantes, c'est bien la justesse, la fidélité, la précision ou bien l'exactitude, la résolution, la sensibilité, l'étendue de mesure, le temps de réponse, la linéarité, etc., etc. Pour l'étendue de mesure, c'est la zone nominale d'emploi. Donc, c'est la zone dans laquelle les caractéristiques du capteur correspondent aux spécifications de fonctionnement normal. Elle est bornée par la limite inférieure et la limite supérieure, donc c'est la portée. Donc, nous avons l'étendue de mesure entre la portée minimale, la portée maximale pour la mesurante et pour la sortie, elle est entre S-min et S-max. Chaque point de l'étendue de mesure a son correspondance de sortie. Donc, par exemple, M0, elle a une sortie qui le correspond, c'est S0, d'accord? Maintenant, si on va définir la résolution, c'est la petite variation du mesurant que le capteur est capable de déceler. La résolution doit être regardée avec importance lors de la mesure d'une grandeur, car celle-ci conditionne la précision du résultat obtenu. Donc, plus la résolution est petite, plus l'appareil est précis. Donc, pour un appareil donné, la résolution diminue en général avec le calibre. Pour un appareil numérique, la résolution, c'est la variation de valeur correspondant à une variation de l'unité du dernier chiffre à droite. Pour un oscilloscope, la résolution dépend notamment de l'épaisseur de la trace. On doit utiliser le réglage focus pour rendre celle-ci la plus fine possible et bien sûr diminuer la résolution. La linéarité d'un capteur caractérise son aptitude à délivrer une grandeur de sortie dont la valeur est proportionnelle à celle du mesurant. Pour les erreurs de mesure, l'erreur d'offset ou bien décalage, c'est la différence entre la valeur vraie de la mesure et celle obtenue à partir de la réponse du capteur pour la borne inférieure de l'étendue de mesure. Donc, dans cette figure, nous avons l'erreur d'offset. Donc, en bleu, c'est la réponse théorique.
En rouge, c'est la réponse observée. Et on trouve l'étendue de mesure qui varie de 0 jusqu'à, par exemple, la grande M. Et chaque variation, delta E0, ça correspond à une variation, signal de sortie de mesure, c'est delta S0. L'erreur de gain, c'est l'erreur de pente de la courbe caractéristique du capteur. Elle est visible essentiellement pour la bande supérieure de l'étendue de mesure. On le trouve ici. Donc, j'ai toujours en rouge, c'est la réponse observée. En bleu, c'est la réponse théorique. Et chaque delta E maximal, ça correspond à delta S max pour la mesure du signal de sortie. Pour l'erreur de linéarité, c'est l'erreur entre la courbe caractéristique du capteur et la droite théorique de réponse. Donc, on la trouve ici. Donc, ici, delta E par rapport à delta S, c'est l'erreur de linéarité. Pour quatrièmement, on va voir l'erreur de hystérésis. C'est le résultat dépend de la mesure précédente. Donc, nous avons en rouge, c'est la réponse observée. En bleu, c'est la réponse théorique. Et l'erreur, c'est la variation entre la réponse observée et la réponse théorique, bien sûr. Maintenant, si on va définir la sensibilité grand S pour une valeur donnée M0 du mesurande détermine l'évolution de la grandeur de sortie du capteur en fonction de la grandeur d'entrée. Donc, GS égale à delta S par rapport à M, delta M pour M0. Le cas à la relation linéaire, GS égale à delta S sur delta M, M0. C'est quoi la fidélité? C'est la fidélité, c'est l'aptitude d'un capteur à délivrer pour une même valeur de la grandeur mesurée des mesures répétitives concordantes entre elles. L'erreur de fidélité correspond à l'écart type obtenu sur une série de mesures correspondant à une mesurante constante. Pour la justesse, c'est l'aptitude d'un capteur à délivrer une réponse proche de la valeur vraie, et ceci indépendamment de la notion de fidélité. Elle est liée à la valeur moyenne obtenue sur un grand nombre de mesures par rapport à la valeur réelle. Nous avons aussi la précision ou bien l'exactitude. Elle est aussi appelée exactitude et définie par l'écart en pourcentage que l'on peut obtenir entre la valeur réelle et la valeur obtenue en sortie du capteur. La précision est souvent donnée en pourcentage de l'étendue de mesure et un capteur exact est à la fois juste et fidèle. Donc, voici un schéma de la justesse, de la fidélité et la précision. Donc, nous avons ici ni juste ni fidèle. Ici, il est juste et non fidèle parce qu'on trouve un seul point au centre. Ici, donc, il n'y a aucun point au centre et autour du cercle blanc. Ici, nous avons, ils sont fidèles, mais pas juste parce qu'il n'existe pas les points de le centre. Et ici, il est précis, donc il est juste et fidèle. On termine avec le temps de réponse. Nous avons que le temps de réponse d'un capteur, c'est l'intervalle de temps qui s'écoule après une variation brusque du mesurande jusqu'à ce que la variation de la sortie du capteur ne diffère plus d'un écart inférieur à une limite epsilon conventionnellement fixée. Celui-ci est toujours fourni avec l'écart epsilon auquel il correspond. D'accord? Donc, nous avons ici le temps de réponse et ici, nous avons une variation brusque. Et on appelle cet écart un epsilon. D'accord? Donc, la figure, nous avons la courbe et le temps de réponse.
lors de la variation brusque. Donc, nous sommes à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des remarques. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.